Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons maintenant parler du noyau des atomes. Alors le noyau des atomes est composé de nucléons, c'est-à-dire de neutrons et de protons. Le cas le plus simple étant l'hydrogène avec un seul proton. La structure des noyaux est quelque chose de très complexe. Ceci est dû au comportement de l'interaction nucléaire entre les nucléons, qui est elle-même assez complexe et qui induit des structures très compliquées. C'est un domaine à part entière de la physique nucléaire, et ici nous n'en donnerons qu'une introduction. On a élaboré des modèles très sophistiqués, nous en donnerons un aperçu. Alors, le neutron et le proton sont deux particules qui ont à peu près la même masse. Le proton a une charge électrique positive, identique à celle de l'électron au signe près. Le neutron est neutre. Leur spin est 1,5, donc ils obéissent à la statistique de Fermi-Dirac. Alors, un noyau d'atomes est caractérisé par le nombre Z, qui est la charge du noyau, c'est-à-dire le nombre de protons. C'est un nombre entier, la charge étant Z fois la charge élémentaire d'un proton ou d'un électron. On le caractérise aussi par sa masse, M, qui est typiquement mesurée en unité de 1/16e de la masse d'un noyau d'oxygène. C'est une convention. L'oxygène étant composé de 16 nucléons, protons et neutrons. Le nombre M, quand on regarde la masse pour les différents noyaux, est toujours presque un nombre entier. Puisque par exemple, s'il y a 20 protons et neutrons, c'est à peu près 20 fois la masse des neutrons et protons. Ce nombre entier est appelé A, nombre de masse. Il est égal au nombre total de nucléons. Et donc, le nombre de neutrons dans un noyau, c'est Z-A. La place de l'atome du noyau dans le tableau périodique, elle est donnée par Z, le nombre de protons. On peut avoir 1, 2 protons, 2 protons, 3 protons, 1 proton pour l'hydrogène, 2 protons pour l'hélium, etc. Alors prenons un exemple, l'or, il est noté AU 197, et ce nombre, c'est simplement A, c'est-à-dire le nombre de nucléons. Sa charge, c'est 79, il a 79 protons, et donc il a 118 neutrons. Lorsque le nombre de protons est identique, mais que le nombre de neutrons varie, on parle d'isotope. Les propriétés chimiques sont à peu près identiques, puisque les propriétés chimiques sont dues aux électrons périphériques de l'atome, et la disposition des électrons autour du noyau est due à la charge du noyau, donc à charge identique, propriétés chimiques identiques. La masse du noyau varie avec le nombre de neutrons, donc en fonction des isotopes. Si on regarde l'écart entre cette masse et le nombre atomique, c'est-à-dire que on fait A fois la masse d'un proton ou d'un neutron, on obtient la masse totale des neutrons et protons, et que l'on fait moins M, on obtient ce qu'on appelle, la différence est appelée défaut de masse. En vertu de la relativité, fois C carré, ça donne une énergie qui est l'énergie de liaison. C'est l'énergie de liaison, la différence entre des neutrons et des protons séparés, et ce qu'on obtient une fois qu'ils sont tous rassemblés dans un seul noyau. Cette énergie de liaison est peut-être assez considérable dans le cas des forces nucléaires, c'est pour ça qu'elle est aisément mesurable.
alors qu'avec un atome, pour les électrons, l'énergie de liaison, bien sûr, est mesurable, mais le défaut de masse est infime et n'est pas mesurable. Par contre, pour les noyaux, on peut mesurer ce défaut de masse. Et cette énergie se mesure typiquement en mégaélectronvolts, c'est-à-dire en millions d'électronvolts. Rappelons que pour l'hydrogène, l'énergie d'ionisation, c'est-à-dire pour arracher un électron, est de 13,6 électronvolts. On voit ici la différence où on parle en millions d'électronvolts. Les énergies sont beaucoup plus grandes pour le noyau que pour les liaisons électroniques. L'expérience montre que les énergies de liaison entre deux nucléons dans un atome sont grosso modo de l'ordre de 8 mégaélectronvolts. Le rayon d'un noyau, sa taille, est une grandeur assez bien caractérisée, donc il a une limite assez précise, qu'on peut mesurer par exemple par des diffusions, en envoyant des électrons de haute énergie ou des protons, des neutrons se diffuser sur le noyau. On peut alors mesurer la taille du noyau et on trouve que le noyau, la taille du noyau suit une loi en R0, une constante, fois A exposant 1 tiers. Et R0 a une grandeur qui est à peu près constante, 1,2 à 1,4 fois 10-15 mètres. Donc c'est très petit. Les noyaux sont très petits. Alors ça, c'est donc le nombre de nucléons. Le fait que ça soit exposant à 1 tiers, c'est typique de la relation pour une sphère. Donc A est égal au cube du rayon. Ça veut dire que le noyau est plutôt bien rempli. Les nucléons sont les uns contre les autres, bien tassés dans le noyau. Alors, pour comprendre les noyaux, vu qu'ils sont compliqués, on a d'abord besoin de comprendre comment se comporte une paire de nucléons. Donc un proton, un neutron, deux protons, deux neutrons. Comment est-ce qu'ils interagissent entre eux? Donc on doit d'abord comprendre l'interaction à deux nucléons. À partir de là, on peut aborder des problèmes plus complexes. Alors, pour prendre une analogie, revenons un instant à l'ion H2+, donc l'ion hydrogène. Lorsque les deux protons sont relativement éloignés d'une distance grand R, l'électron de liaison va sauter d'un proton à l'autre sur une grande distance. Si cette distance est grande, le potentiel ici est à peu près nul, ou du moins très faible. Dans ce cas-là, l'électron, lorsqu'il passe d'un noyau à l'autre, d'un proton à l'autre, il se comporte comme un électron libre pendant son voyage. Dans ce cas-là, on montre que l'amplitude pour passer de l'un à l'autre est proportionnelle à E exposant moins I sur H bar, P, R, sur R. Donc l'amplitude décroît exponentiellement avec la distance. Avec l'impulsion de l'électron pendant ce voyage est égale à P carré sur 2M est égale à moins WH, l'énergie de liaison de l'électron au proton, de l'énergie de liaison de l'hydrogène. Ce nombre est négatif. Ça veut dire que l'impulsion n'est pas un nombre normal, c'est un nombre imaginaire, un nombre complexe. C'est très particulier. Ceci est dû au fait que ce phénomène est équivalent à l'effet tunnel. On a ici des puits de potentiel dans lesquels l'électron est lié au proton et il a une certaine probabilité, une certaine amplitude de passer une zone de potentiel plus élevée, puisque le potentiel est négatif au niveau des protons. Donc l'électron peut traverser ce no man's land
comme une traversée de barrière dans l'effet tunnel. Or, dans l'effet tunnel, la particule n'a pas assez d'énergie pour passer cette barrière. Classiquement, en physique classique, la particule ne pourrait pas passer. On l'a vu, en physique quantique, elle a une certaine amplitude de passer, avec une énergie plus faible que la barrière. Et ça veut dire que quand elle est dans la barrière, son énergie totale, donc énergie cinétique du mouvement plus le potentiel, son énergie totale devient négative. Son impulsion devient un nombre imaginaire. On parle aussi de particules virtuelles. C'est un terme qu'on rencontrera souvent en physique quantique. On parle de particules virtuelles. Alors, particules virtuelles, il ne faut pas leur donner un nom un sens trop profond au terme virtuel. Le terme virtuel est simplement, c'est une particule dans des conditions un peu particulières, comme celle-ci, avec une traversée de barrière tunnel. Nous reviendrons sur ces concepts de particules réelles et virtuelles plus en profondeur en théorie des champs. Alors, une fois qu'on a établi cela, on peut se demander, tiens, et pour un proton lié à un neutron, par exemple, c'est le cas du deutérium. Le noyau du deutérium est composé d'un proton et d'un neutron, hydrogène lourd, on l'appelle aussi. Le noyau est aussi appelé deuton. Dans le deuton, se pourrait-il que la liaison entre les deux nucléons soit un peu de cette nature, avec un échange d'une particule. Cette hypothèse fut posée par Yukawa. Yukawa a supposé qu'entre le proton et le neutron, il s'échangeait une particule qu'il a appelée maison. Alors pas maison comme le bâtiment, M-A-I-S-O-N, mais maison avec un E. Maison. E accent aigu. Alors, les résultats de sa théorie ont montré qu'elle concordait à l'expérience. De plus, on a observé dans les grands accélérateurs de particules, on a observé des particules exotiques et dont certaines particules qui correspondaient parfaitement à ce qui fut appelé le meson de Yukawa. Le meson de Yukawa est maintenant totalement identifié au meson de masse la plus faible, le meson le plus léger, qui est le meson pi ou pion. Nous en avions déjà parlé. Alors, le meson pi peut exister, il existe des mesons pi de charge positive, des mesons pi de charge négative et des mesons pi neutres. Dans les interactions observées avec les particules, les accélérateurs, on peut très bien avoir un proton qui se transforme en un neutron en émettant, suite à une collision par exemple, en émettant un pion. Alors, le proton a une charge positive, le neutron a une charge nulle, donc le pion émis ici est un pion chargé positivement. Et donc, on peut très bien avoir notre proton qui émet un pion virtuel, qui va vers le neutron, qui interagit avec, et après l'interaction, on se retrouve avec un neutron et un proton. Donc c'est une interaction avec échange d'identité. Le proton devenant un neutron, le neutron devenant un proton. Le proton et le neutron, nous l'avons dit, ont pratiquement la même masse. Ça veut dire qu'ici, le pion doit avoir une masse très proche de zéro, une énergie pratiquement égale à zéro dans cet échange. La relativité nous dit que E carré égale M carré C4 plus P carré C carré. Ça, c'est la relation complète.
Ça, c'est ce que nous dit la relativité. Donc, puisque le proton et le neutron ont pratiquement la même masse, la même énergie, le pion échangé doit avoir une énergie quasiment égale à zéro. Il a une masse positive, le pion, et donc, son impulsion doit être égale à I, que je ne dise pas de bêtises, I fois la masse du méson pi fois C, vitesse de la lumière. Et donc, ici aussi, le pion échangé a une impulsion imaginaire. C'est une particule virtuelle échangée entre le proton et le neutron. On se retrouve dans la même situation que notre ion hydrogène. Et là aussi, l'amplitude doit prendre une forme de type E exposant moins I m pi sur h bar fois R sur grand R. Donc une interaction qui diminue de manière exponentielle. Nous avons vu avec les systèmes à deux états que cette amplitude d'échange correspondait pour l'état lié à une variation d'énergie de la même valeur que A. Hein, rappelez-vous, on avait une valeur E0, et dans les états avec échange, on avait E0 plus A ou E0 moins A. Donc l'énergie est proportionnelle à cette amplitude. Et ça, c'est ce qu'on appelle le potentiel de Yukawa entre deux nucléons. Donc ça, c'est Yukawa qui a établi ce résultat. Ça, c'est déjà quelque chose d'important. Alors, de même, ici on a pris un neutron et un proton, mais c'est la même chose pour deux protons qui vont s'échanger un pion neutre ou entre deux neutrons. Les masses des différents pions positifs, négatifs, neutres sont quasiment identiques. C'est ce qu'on observe en physique des particules. Et donc, les interactions entre nucléons, protons, neutrons, entre deux protons, entre deux neutrons, sont, du point de vue d'interaction nucléaire, ces interactions sont pratiquement identiques. Donc on peut considérer un nucléon en tant que tel. Notons aussi qu'il existe des mesons plus lourds. On en a observé dans les accélérateurs de particules. Il y a des mesons K, des mesons ρ, plus lourds que le pion, que le méson pi. Ils peuvent intervenir aussi dans ce type de processus. Mais étant donné leur masse beaucoup plus élevée, l'amplitude correspondante est beaucoup plus faible. Ça ne donne que des corrections à l'interaction. Disons que si on veut une estimation, on prend le méson pi, et si on veut des calculs plus précis, on prend les mésons plus lourds, comme le K ou le ρ. Alors voilà, donc ça c'est bien pour nos deux nucléons, mais qui sont séparés par une grande distance. Que se passe-t-il lorsque nos deux nucléons sont tout près? Donc la question c'est, quelle est la forme du potentiel V de R? Pour l'ion iodine, c'était simple, c'était le potentiel coulombien. Mais ici, que vaut V de R pour nos deux nucléons, y compris quand la distance est petite? Alors, une première idée simple, c'est de se dire, prenons un puits de potentiel carré. Donc, négatif de valeur moins V0 pour un état lié, en fonction de la distance, et pour une certaine distance A, le potentiel s'annule. On se retrouve dans le cas grande distance. Ça, c'est une approximation. On sait que les nucléons forment des états liés, on doit donc avoir un potentiel de ce type-là. Alors, la distance ici, on la connaît avec nos atomes, puisqu'on sait que les nucléons dans un atome sont pratiquement les uns contre les autres.
on connaît la taille des nucléons, qui peut se mesurer par diffusion, et on obtient ainsi une valeur pour A qui est de l'ordre de 10 exposant moins 13 cm. On vérifie aussi, en étudiant le deux-tons, qu'il n'y a qu'un seul état lié. Il n'y a pas d'état excité. Donc, quand on percute le deux-tons, il n'y a pas d'énergie échangée, c'est des diffusions élastiques. Et s'il y a de l'énergie qui est transférée au deux-tons, il ne se retrouve pas dans un état excité, il est brisé, tout simplement. Il n'y a pas d'état excité, et dans les diffusions, on peut calculer les phénomènes dits de résonance, qui sont dus aux états liés, et on constate qu'il n'y a pas de résonance, donc il n'y a qu'un seul état lié. On sait que pour un puits de potentiel carré, il n'y aura si le puits est trop étroit ou trop peu profond, il n'y a pas d'état lié. Ça, c'est ce que nous avons vu. Si le puits est plus profond, il peut y avoir un état lié. S'il est encore plus profond, deux états liés, etc., etc. Avec cette valeur de A, 10-13 cm, on calcule que V0 doit être supérieur à 25 mégaélectronvolts. Il doit être plus grand que 25 mégaélectronvolts, sinon il n'y aurait pas d'état lié. L'expérience montre qu'il n'y a qu'un seul état lié. Et donc, on doit avoir un état lié pour L égale 0, qui est l'état le plus facile. C'est-à-dire le nombre quantique orbital, la rotation là autour de l'eau du proton du neutron, c'est l'état de base. Pas de rotation. Et c'est l'état le plus lié, parce qu'intuitivement, plus ça tourne vite, plus il y a de force centrifuge, et donc plus il est difficile de lier les deux objets. Et donc, les mesures montrent alors que l'état lié, alors on connaît l'énergie de liaison. Pour un deux-tons, elle est exactement de 2,23 mégaélectronvolts. Donc ça a été mesuré, c'est facile à mesurer avec une grande précision. Il suffit de séparer le neutron et le proton et de voir combien d'énergie on a dû mettre pour les repousser. Et on calcule alors que l'énergie V0 est égale à 36 mégaélectronvolts. Donc effectivement, plus grande que 25. Et donc nous avons nos paramètres. Nous avons notre puits carré, sa profondeur, sa largeur. Alors, notons que le deux-tons a un spin égal à 1. Ça aussi, c'est l'expérience qui le montre. Ça veut dire que, pour deux particules de spin 1,5, nous avons vu, pour les combinaisons de spin, il est dans un état triplet. La question, c'est pourquoi pas dans l'état singulier. Alors, on peut, dans des diffusions, envoyer des neutrons, des protons l'un vers l'autre, rebondir l'un sur l'autre, en choisissant les spins, de façon à avoir un état singulier. On mesure alors que l'énergie du potentiel est de 24 mégaélectronvolts. Ah, pas de chance, c'est un tout petit peu plus petit que 25. Donc il n'y a pas d'état singulier. L'interaction est clairement sensible au spin. Alors rien ne nous dit pourquoi. C'est l'interaction nucléaire qui est comme ça. On peut l'étudier sur base de l'interaction force, c'est des choses que nous verrons plus tard. C'est une interaction très compliquée. Il est difficile de savoir et comprendre pourquoi ça dépend du spin, mais le fait est que ça dépend du spin. Donc à moins 24 électronvolts, il n'y a pas mégaélectronvolts, il n'y a pas d'état lié. Donc le deux-tons doit se retrouver dans l'état triplet, d'où son spin 1. Alors, on peut également se demander si cette approximation du potentiel carré est suffisante. Quelle est la forme exacte du potentiel?
Alors, ici, je ne vais pas me lancer dans des calculs et dans des ordres de grandeur, mais grosso modo, on montre assez facilement que la forme exacte du potentiel n'a pas d'importance. Il pourrait être un peu arrondi, il pourrait être plus étiré, plus exponentiel par là. D'ailleurs, il a un comportement exponentiel à longue distance. On montre que ça ne change pratiquement pas les résultats. Alors ça, c'est à la fois une chance et un manque de chance. Alors c'est une chance, parce que c'est plus facile de travailler avec un prix de potentiel carré. En plus, on a besoin que de 2 paramètres pour décrire l'état lié du neutron et du proton. On a besoin de la largeur A, 10-13 cm, et du potentiel V0, 36 mégaélectronvolts pour l'état triplet. Donc ça, c'est une chance. L'interaction est compliquée, mais on a une simplification. Tant mieux. Il faut en profiter. Mais c'est aussi une malchance. Parce que ça veut dire que par l'expérience, il nous est à peu près impossible de déterminer la forme exacte du potentiel. Et donc d'avoir plus d'informations sur cette mystérieuse interaction nucléaire. Alors, un dernier détail, c'est que, on l'a dit, ce sont des particules de spin à demi, le proton et le neutron. Donc, ils obéissent à la statistique de Fermi-Dirac, et notamment au principe d'exclusion. Cela implique que lorsque l'on a 2 protons ou 2 neutrons, on a des particules identiques. Elles ne peuvent pas avoir le même spin, elles ne peuvent pas être dans un état triplet. Elles doivent forcément être dans un état singulier avec des spins opposés, à cause du principe d'exclusion. Leur spin doit être différent. Or, dans l'état singulier, on l'a vu, il n'y a pas d'état lié. Et pour les 2 protons, c'est encore pire, parce qu'ils ont une charge positive tous les deux, donc ils ont tendance à se repousser par répulsion électrostatique. Donc c'est encore pire pour les 2 protons. Voilà pourquoi on observe des deutérons, le deutérium, mais on n'a pas d'hélium 2, avec seulement 2 protons, ou de particules avec 2 neutrons. Voilà l'explication de ce phénomène. Alors voilà, on a décortiqué l'essentiel des interactions entre 2 nucléons. Donc dans la prochaine vidéo, nous commencerons à introduire les modèles de noyaux pour essayer de comprendre les noyaux des atomes. Je vous remercie.